Un bon vendredi 29 octobre 2021 à toutes et à tous, un bon anniversaire à la prêtresse du Cravache Club. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le AEW Dynamite Recap de cette semaine. De retour sur sa plage horaire traditionnelle du mercredi. Est-ce qu'ils vont reprendre les bonnes habitudes, à savoir faire plus d'1 million de téléspectateurs? On en parle dans un instant. Mais je vais d'abord débuter cet épisode par déjà des remerciements sur vos réactions, votre engouement autour de cette fameuse affaire Inoxtag et Michou qui veulent faire du catch. Vous avez été particulièrement nombreux à réagir là-dessus, vous avez été plutôt bienveillants dans vos réponses. Sachez que visiblement Inoxtag a vu la vidéo, il nous a répondu en nous rassurant de cette phrase « T'inquiète, on fera ça bien, c'est promis ». Il a promis. Attention, hein, s'il fait pas ça bien et que les 300 000 € sont atteints aux The Event, on lancera bien entendu le hashtag Inoxtag dit pardon. Mais il est important qu'on parle immédiatement de la situation assez inquiétante autour de Ring of Honor, qui dans un communiqué cette semaine nous a fait part de stopper momentanément son activité après le pay-per-view Final Battle qui sera, je le rappelle, diffusé le 11 décembre 2021, qui est un peu le WrestleMania de Ring of Honor. Et dans ce même communiqué, Ring of Honor nous indique qu'ils feront une pause pendant le premier quart de l'année 2022 pour potentiellement reprendre des activités à partir du mois d'avril. Et visiblement, en effet, la situation pandémique a fait perdre pas mal de plumes à Ring of Honor, qui a continué de produire des shows sans public et forcément sans grosse rentrée d'argent. Et ce qui inquiète sur le futur de Ring of Honor, c'est la situation contractuelle de ses talents, puisque les dirt sheets, que ce soit Meltzer, Sean Ross et tous les autres sites spécialisés, nous ont bien précisé que tous les catcheurs sous contrat chez Ring of Honor ne seront pas renouvelés au-delà du 31 décembre 2021. Et pour ceux qui avaient des contrats qui allaient au-delà de cette date, ils seront tous terminés le 31 mars 2022. On a aussi appris que dès aujourd'hui, tous les catcheurs sont susceptibles de prendre des engagements dans d'autres compagnies sans que Ring of Honor ne soit consulté, et ce qui va laisser une masse incroyable de talents sans contrat pour 2022. Et là, on peut commencer à imaginer des choses. On va avoir des Bandido, des Rush, Jay Lethal, Danhausen, et surtout notre chouchou à tous, Jonathan Gresham, qui seront tous susceptibles en 2022 de signer dans d'autres grosses compagnies. Ça peut être All Elite Wrestling, ça peut être WWE, ça peut être New Japan Pro Wrestling, ça peut également venir enrichir les rangs de Impact Pro Wrestling, MLW ou certaines compagnies au Mexique. Le circuit indépendant va évidemment aussi en profiter. Et si dans le meilleur des cas, Ring of Honor reprend ses activités à partir d'avril 2022, les catcheurs ne seraient plus contractuellement liés à la compagnie, ils seraient tous indépendants, comme à l'époque, en espérant de tout cœur que ce ne soit pas la fin de Ring of Honor qui a été un pilier, un véritable moteur et une véritable usine à production et promotion de talents dans les années 2000, peut-être à jamais, hein, une de mes structures de cœur qui m'a fait découvrir les Bryan Danielson, Samoa Joe, AJ Styles, CM Punk, Colt Cabana, Roderick Strong, enfin bref, Ring of Honor, c'est quand même un énorme pilier du catch mondial. Je vous laisse bien entendu réagir à tout ça dans les commentaires, et puis on est parti. AEW Recap dans la nuit du mercredi 27 octobre au jeudi 28 octobre, retour au mercredi, et on peut pas véritablement dire que c'est un retour gagnant, car non, les audiences n'ont pas dépassé le million de téléspectateurs. On repasse juste en dessous de la barre des 1 million. Avec cela dit, ça c'est très intéressant, toujours un solide 0.40 dans la démographie des 18-49. Et cependant, pour un show qui n'avait pas d'appellation particulière, j'ai véritablement trouvé que cet épisode de Dynamite était excellent, peu de choses laissées au hasard, et une construction qui est toujours de plus en plus enrichissante pour le pay-per-view Full Gear qui s'en vient au mois de novembre. Dans l'opener de la soirée, CM Punk a battu Bobby Fish en un peu plus de 10 minutes. Un match que j'ai trouvé super intéressant parce que CM Punk n'a pas été confronté à un nouveau talent, un newcomer, mais plutôt un mec très expérimenté qui a pris un chemin totalement différent que celui de CM Punk. Et CM Punk, en effet, retire petit à petit son ring rust. Hein. Voilà, il est moins rouillé, il commence à être de plus en plus mobile, de plus en plus axé sur la technique au sol. Et justement, c'est ce qu'il fallait pour contrer un Bobby Fish qui, lui, est un parfait technicien. Encore une fois, un énorme travail sur la jambe, un très beau selling de la part de CM Punk qui, à plusieurs reprises, va revenir justement sur cette jambe blessée. Il va porter difficilement une descente du coude depuis la 3e corde, mais en prenant son impulsion que sur un seul pied. Pas mal de galères au moment de porter le go to sleep. Il va marquer un petit temps avant d'aller faire le tombé, qui va obtenir un compte de 3, alors que Bobby Fish est dégagé. Ça sera peut-être des images à revoir au ralenti, peut-être juste après le compte de 3, peut-être juste avant. Y a-t-il eu une erreur arbitrale? Quoi qu'il en soit, c'était encore une fois un super opener, et le momentum de CM Punk se poursuit.
Jusque quand? Jusqu'à quelle prochaine rivalité? Lui qui n'a pas encore de programme véritablement défini pour Full Gear. Quoi qu'il en soit, c'est aussi un excellent Bobby Fish qu'on a vu en face. À n'en point douter, une bonne plus-value pour le roster de All Elite Wrestling. On a une petite vignette de la part de Malakai Black qui au dernier Dynamite que en effet je n'ai pas couvert a perdu contre Cody, mais un Cody qui s'est vu attirer les nombreuses foudres de la part du public, beaucoup de huées, et Malakai Black dans son discours considère que c'est pour lui une victoire. Cody est désormais détesté par le public et c'est pour cette raison qu'il considère avoir remporté la guerre. Et d'ailleurs on retrouvera Cody un petit peu plus tard dans le show. MJF qui est en plein programme avec Darby Allin va squasher un certain... Comment il s'appelle lui déjà? Brice Donovan, voilà, 30 secondes. RAS, qui est plus intéressant, c'est la hit que continue de générer MJF qui va insulter toute la ville de Boston où le show se tient. Ça va mal parler des femmes, ça va mal parler des mères, ça va mal parler des copines et ça va teaser une arrivée de Sting. Mais c'était un piège, voilà, ils ont... on vous a bien eu, vous pensiez que Sting était là. Et là, la lumière s'éteint. On a une vidéo enregistrée avec un mec masqué comme MJF qui va se prendre un dropkick de la part de Darby Allin sur la scène d'un concert. Enfin bref, c'est encore un truc un peu délirant. Sting va attaquer tout le monde dans le ring et MJF va fuir, sauf qu'il va tomber nez à nez avec Darby Allin qui s'était déguisé en homme invisible. MJF va de nouveau fuir et Darby Allin va le défier pour un match en 1 contre 1 à Full Gear. Ça a été un chouette moment, belle pop de la part du public et l'excitation n'en peut plus de monter. Sammy Guevara défend le championnat TNT contre Ethan Page. Il y avait pas mal de conditions appliquées sur ce match. Si Ethan Page remportait le championnat, Sammy Guevara devait quitter le Inner Circle. Donc ça spoilait un petit peu le truc parce qu'il allait certainement pas quitter Inner Circle. Donc Sammy Guevara a gagné. Les 10 minutes de combat étaient plutôt cool, plutôt honnêtes. Il y avait également une autre condition, c'est que tout le clan autour de Ethan Page et de la Top American Team était banni de ringside. Sammy Guevara a fait l'effort pour remporter la victoire. Il a gagné avec un roll-up. Comme ça protège toujours un peu Ethan Page qui va pouvoir l'attaquer tout de suite après le match. Scorpio Sky va venir le renforcer, puis tout le Inner Circle va se pointer. Et pour le fameux 5 contre 5 contre la bande à Lambert et la bande à Jericho, que j'ai pas véritablement envie de voir, qui m'effraie pas mal. Ça sera donc un street fight, donc tout sera permis. On connaît toujours pas, par contre, ça sera annoncé la semaine prochaine, les participants de la team de Dan Lambert. Donc peut-être qu'il y aura même Dan Lambert lui-même. Alors à noter, pendant le match, on a eu pas mal de plans sur Tony Nese. C'est pas la première fois qu'on voit Tony Nese apparaître au premier rang en train d'observer ce qui se passe du côté de All Elite Wrestling. Il est bien entendu très supposé que Tony Nese rejoigne All Elite Wrestling dans les semaines à venir. On a une petite promo pour teaser la demi-finale du tournoi qui opposera Eddie Kingston et Bryan Danielson. Eddie Kingston va faire un gros discours à Bryan Danielson en disant qu'il n'a pas peur de lui et qu'il va lui montrer comment on la joue ici. Puis il va se barrer. Bryan Danielson va faire une réponse à Eddie Kingston absent en disant que lui aussi il a du cœur, qu'il va lui casser la gueule. Dans la delivery, les deux hommes ont été super. Par contre, enregistrer cette promo devant, je sais pas, la grosse grille là d'un garage, un truc un peu dégueulasse, pas véritablement télévisuel. Je pense que là, All Elite Wrestling, vous pouvez faire un petit peu plus d'efforts. Je sais qu'il y a une volonté de rendre le truc assez naturel, assez brut, mais bon, voilà quoi, le décor, ça aide toujours. On passe véritablement au match que j'ai préféré de cette semaine, c'est Hikaru Shida contre Serena Deeb dans le premier tour du tournoi pour couronner la première championne TBS. Alors j'en avais déjà parlé sur la chaîne, les deux femmes se sont affrontées, Hikaru Shida devait obtenir sa 50e victoire et la fête a été gâchée parce que Serena Deeb l'a ruiné, l'a humilié, lui a pété le genou, lui a éclaté son trophée à la tête. Il y a une espèce de gros sentiment de revanche, tu vois, dans ce match, et d'ailleurs ça a été super bien raconté parce que Hikaru Shida va dominer la première grosse partie du match en étant beaucoup plus violente, elle va s'en prendre notamment à plusieurs reprises à la tête de Serena Deeb qui va faire un excellent travail de selling. Je pensais même qu'elle avait pris une commotion, qu'elle était dans un état lamentable. Puis Serena Deeb va revenir petit à petit avec sa technique et son excellent leg work, là encore sur une Hikaru Shida qui va avoir un bon selling, qui va pas réussir à porter, tu vois, avec autant de puissance ses fameux coups de pied, ses coups de genou. Et dans une fin de match qui a toujours été fluide, il n'y a pas de botch, il n'y a pas de moment sloppy ou un peu gênant, et ça fait du bien pour cette division féminine de All Elite Wrestling. Serena Deeb est clairement la meilleure actuellement. Elle va, cela dit, perdre et être quand même protégé dans le finish parce que là aussi on va avoir un roll-up qui a été, je trouve, assez bien amené. Victoire d'Hikaru Shida qui enfin obtient sa 50e victoire, mais elle n'aura pas le temps de célébrer quoi que ce soit parce que Serena Deeb va l'attaquer, ils vont envoyer tous les officiels pour essayer de les séparer, elle va porter le Tequila Sunrise et ruiner le genou d'Hikaru Shida qui va, je pense, se présenter bien amoindri pour le prochain tour du tournoi. Et la storyline entre les deux femmes devrait se poursuivre. C'est clairement ce que je préfère dans la division féminine à l'heure actuelle. Serena Deeb, Hikaru Shida, c'est génial.
Retour à l'Eliminator Tournament masculin avec le dernier match de ce premier tour. Ten du Dark Order va affronter Jon Moxley et Jon Moxley dégage véritablement cette nonchalance qui a tendance à le rendre fantastique. Il est très violent, il vient au ring toujours par le public, les gens sont fous, il va pas adresser le moindre regard à la foule, il va être très froid, très déterminé, tu vois, tout simplement à remporter ce tournoi. Et même si Ten a de beaux arguments, tu vois, pour lui, avec aussi des grosses séries de victoires, que ce soit Dark Elevation ou autre, il va se faire laminer par Jon Moxley et perdre en moins de 2 minutes. Il va se faire arracher son masque, il va saigner, il va y avoir des images assez impressionnantes et un Jon Moxley qui remporte la victoire, qui va même pas prendre le temps de célébrer, retracé à partir du public. C'est clairement Jon Moxley, a man on a mission, un homme qui est en mission pour redevenir le champion, pour arrêter de perdre du temps. Et ce qui est génial, c'est qu'au second tour, en demi-finale, il affrontera l'homme qui fait perdre le plus de temps aux gens, à savoir Orange Cassidy. Il les rend fous parce il s'en bat les couilles, tu vois. Et j'ai hâte de voir ce match parce qu'on va avoir une opposition de style qui est totalement unique chez All Elite Wrestling, entre d'un côté Jon Moxley qui veut juste casser des têtes et de l'autre côté un Orange Cassidy qui est totalement imprévisible. Il n'y a pas vraiment de catch à évaluer, mais pour raconter l'histoire et le nouveau Jon Moxley, je trouve ça génial. Et si on va véritablement sur une finale entre d'un côté Moxley et d'un côté Bryan Danielson, je pense qu'on va avoir le meilleur Moxley possible contre le meilleur Danielson, et ça, c'est déjà gagné. C'est l'heure de retrouver Cody Rhodes qui vient au ring accompagné de Arn Anderson, toujours sous de grosses huées de la part du public. Attention quand même, il y a une part de ce même public qui continue d'encourager Cody Rhodes et qui est véritablement très enthousiaste. Et on a un gros discours de pur babyface de la part de Cody qui cite « Ne pas vouloir abuser de sa position pour par exemple s'octroyer à nouveau un nouveau title shot pour le championnat du monde, parce qu'il a fait une promesse et il veut la respecter, à savoir ne plus jamais challenger le champion du monde de All Elite Wrestling. Il veut continuer de se battre pour mériter le respect des fans et il le dit clairement, il ne va jamais tourner contre eux, parce que même si eux se mettent à le huer, il considère en fait qu'il a besoin de cette force, il a besoin de leur amour, il a besoin de cette connexion pour continuer d'avancer et de proposer le meilleur, et tout simplement pour obtenir le respect de ces mêmes fans, tout en rappelant bien entendu qu'il est celui à l'origine, tu vois, de Elite Wrestling. En fait, il y a ce côté très sincère, mais à la fois aussi un tout petit peu arrogante. Et le mec, voilà, trop sympa, il a lancé sa veste dans le public pendant son entrée, il a enlevé ses baskets, il a balancé des baskets dans le public. Alors c'est con, il y a un mec à droite qui va voir la gauche, un mec à gauche qui va voir la droite. Va falloir vous arranger parce que personne va pouvoir les porter. Il va bien entendu remercier Arn Anderson de l'avoir accompagné, de l'avoir motivé, de l'avoir convaincu qu'il pouvait se battre et qu'il pouvait aller chercher une victoire tout à fait méritée sur Malakai Black. Et Andrade El Idolo va venir l'interrompre. On a vu Andrade justement teaser une espèce d'alliance bizarre avec Malakai Black, et Andrade va faire toute sa promo en anglais, dans un anglais encore une fois très approximatif, et il va s'obtenir très facilement les faveurs du public, Andrade, parce qu'il va bien entendu shooter Cody sur notamment son tatouage sur le cou. Il va dire qu'il en a rien à foutre d'avoir le support ou pas de la part du public. Il vient grosso modo, tu vois, se présenter à lui pour, on a l'impression, le challenger pour un combat. Les lumières vont s'éteindre puis se rallumer, Malakai Black est dans le ring, et là, il n'y a plus de doute, tu vois, il y a une espèce d'alliance, on sait pas trop, entre Andrade et Malakai. C'est Pac qui va faire le save, parce que Andrade et Pac n'ont pas terminé dans leur confrontation directe, ils sont un partout, et Pac va faire maison nette du ring, il va dégager tout le monde, il va juste rester, tu vois, allié, on va dire, de circonstances avec Cody. Il va faire des gros doigts d'honneur à ses opposants. C'était assez cool, on mixe deux programmes qui ont, je pense, rien à voir entre eux, mais ça va nous proposer, quoi qu'il en soit, des affiches fraîches. L'alliance entre Andrade et Malakai m'étonne énormément, parce que elle n'a pas encore été justifiée. Et d'ailleurs, belle nouvelle, on va avoir le programme pour les semaines à venir, avec déjà une grosse carte de Rampage, avec bien entendu Bryan Danielson contre Eddie Kingston qui est très attendu. Matt Sydal va affronter Dante Martin, ça va être le troisième match entre les deux. Celui-là va être beaucoup plus important, puisque Dante Martin a désormais Lio Rush dans son coin, et Lio Rush, j'ai l'impression, veut totalement le détourner de l'ancien tutorat qu'avait Matt Sydal envers Dante Martin. Donc ça va être, je pense, aussi intéressant. Britt Baker va affronter Abaddon. Évidemment, le match aura pour thème Halloween, parce que Abaddon, elle fait peur, et visiblement, Abaddon, sur la croisière de Jericho, où aucune image n'a été diffusée, a fait peur à Britt Baker. Voilà. Donc ça, on sait pas, on n'a pas vu d'image. Et attention, gros programme pour Dynamite la semaine prochaine, puisque ça y est, c'est confirmé, Cody va affronter Andrade El Idolo déjà, Anna Jay va affronter Jamie Hayter dans le premier tour du tournoi TBS, et Orange Cassidy contre Jon Moxley, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, ça me tarde énormément. Et on est parti pour le fun. Le Dark Order fait face à The Elite avec encore une fois Halloween pour thème, tout le monde va venir déguisé, d'ailleurs un très beau Dark Order avec un John Silver déguisé en Bambi,
mais il a décidé qu'il était Bambi. Stu Grayson fait un très beau God of War. Un God of War est à la mode cette semaine entre Stu Grayson et Tommaso Ciampa. Faites votre choix, lequel avez-vous préféré? Et le reste du Dark Order, ils vont venir un peu en cow-boy et surtout le super costume de Colt Cabana qui va venir déguisé en Brandon Cutler. Ça c'était assez fun. D'ailleurs, c'est assez cool de voir Colt Cabana prendre part à l'action ce soir à la place de Alex Reynolds. L'entrée de l'élite est incroyablement cool. Tous les mecs sont venus habillés en Ghostbusters, en SOS Phantom. Il y a eu un thème remixé pour l'occasion. Michael Nakazawa qui est déguisé en bébé, mais tu vois, c'est le bébé avec le bavoir sur lequel il est écrit Baby, tu vois, comme Adam Cole Baby. Et on a aussi le Bib Adam Chamallow, et on suppose que c'est Brandon Cutler qui est dedans. Moi, ce qui m'avait interpellé, c'est merde, il vient en Bib Adam Chamallow, mais il a pas de téléphone portable, parce que d'habitude, il filme tout. Donc, petit indice qui spoilera évidemment la fin du match, on a un combat qui est super fun. Sans en faire un play-by-play, je passe vraiment un excellent moment quand je regarde ce genre de délire, avec un spotfest qui se veut être un spotfest, à savoir faire marrer les gens, proposer des beaux moves bien amenés, des situations de combat un petit peu faux-folles. Il y a un mélange subtil entre comédie, action, drama, et surtout, et ça m'a fait vachement plaisir, un super hot tag de la part de Colt Cabana. Finalement, l'élite va prendre le dessus avec un quadruple turtle attack, très inspiré de l'attaque des Tortues Ninja, sauf qu'au lieu d'avoir des carapaces, ils avaient leurs espèces de, les réserves à protons là, pour les tirs des Ghostbusters, voilà, bim, clac, ils ont éclaté tout le monde. Avant ça, il va y avoir un Ref Bomb malencontreux avec un Rick Knox qui va se manger un méchant super kick. Colt Cabana va se faire powerbomber sur toutes les réserves à protons et les autres membres du Dark Order vont essayer de venir dans le match. Alors là, on a Alex Reynolds, on a Alan Angels, on a un cheval. Voilà, et on suppose peut-être que sous le cheval, c'est Adam Page. D'ailleurs, tous les membres de l'élite pensent que c'est Adam Page, qui, je le rappelle, est l'aspirant numéro 1 au championnat de Kenny Omega. Il va se manger un Bitchy Trigger et ils vont enlever le masque de cheval et finalement, c'est Brandon Cutler. Et là, on se dit merde. Donc Brandon Cutler est pas le Bib Adam Chamallow. Et là, le Bib Adam Chamallow rentre dans le ring et enlève son masque. Et non, c'est pas Mansour, c'est bien Adam Page qui va foutre une branlée à absolument tout le monde et permettre au Dark Order de choper une victoire méga précieuse sur l'élite. C'était super, grosse réaction de la part du public qui était ravi de voir Adam Page être là et avoir calculé, tu vois, avoir pris un coup d'avance sur l'élite, les avoir pris à leur propre piège. J'ai trouvé ce match méga dingue, ça va pas plaire à tout le monde évidemment, parce que tout le monde n'aime pas la comédie, vous savez que j'aime bien la comédie, vous savez que c'est une bonne manière également d'embarquer le public, de faire du fanservice, de donner des trucs assez cool, assez frais, et là on a en fait les meilleurs éléments pour le faire chez l'Elite Wrestling, entre le Dark Order qui s'est illustré là-dessus depuis des années, l'élite qui est pas en reste non plus là-dessus, Adam Page qui va monter un petit peu plus over, et je pense qu'on va arriver la semaine prochaine sur des choses un peu plus sérieuses, un peu plus intenses, un peu plus peut-être drama, parce qu'il y a quand même une immense histoire à raconter entre Adam Page et son côté insécure. Il a peur de l'échec, il a peur de perdre, et ça c'est pognon. Là-dessus, il va y avoir une empathie folle pour Adam Page quand il va là affronter Kenny Omega à full gear, et quel sera le résultat, bien entendu on le saura dans les semaines à venir, dans le mois de novembre je pense qu'il va être crucial pour l'Elite Wrestling. Je rappelle également que dans 2 jours, un certain Wyndham Rotunda, anciennement connu sous le nom de Bray Wyatt, est désormais libre de tout engagement et pourrait se retrouver dans une grosse compagnie qui sera pas Ring of Honor, ça on le sait, peut-être chez All Elite, peut-être chez Impact, peut-être chez New Japan Pro Wrestling, ça encore on ne le sait pas, on le découvrira, peut-être qu'il ira nulle part, mais on sait pas. Je conclue directement sur cet épisode que j'ai vraiment trouvé bon, je vous le recommande, et j'ai vraiment passé un bon moment, chouette show, très bon weekly, et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire que tout le monde reste fort, et surtout je l'espère, Ring of Honor. C'était Sturi, ciao bye bye, et à demain pour le SmackDown Recap.